Bonjour à tous, nouvel épisode, très heureux de recevoir monsieur nul autre que Jonathan qui est avec nous. Bienvenue Jonathan. Merci de l'invitation, très apprécié. Tant mieux, ça me fait très plaisir que tu sois là. On n'a pas encore parlé de ça sur le podcast depuis le début où j'en fais, donc là je pense que c'est le 23, 24e épisode. On a parlé beaucoup de fiscalité, on a parlé beaucoup d'investissement, de dividendes, de bourse, mais on n'a pas parlé d'immobilier. Par contre, à moins que je me trompe, tout le monde a quand même besoin de se loger. 100%. Et toi, Jonathan, je te vois souvent parce que tu es sur pas mal de pancartes qu'on voit sur la rive sud de Montréal. Tu es aussi un qui a l'une des bonnes équipes, je pense. On a une belle équipe présentement de 25 courtiers. 25 courtiers juste sur la rive sud. T'es juste sur la rive sud? Rive sud de Montréal, en Estrie, Montréal, Lanaudière et Laval. T'es-tu dans les plus grosses équipes au Québec? Dans les plus grosses présentement, oui. Ouais, c'est ça. Ça a grossi beaucoup. Ça a grossi vite. Dans les 4 dernières années. OK, ouais, c'est ça. Écoute, on va parler un petit peu de ça. On va parler du marché immobilier. Puis écoute, on va naviguer là-dedans. Es-tu capable de te présenter en quelques mots, Jonathan? Jonathan Saint-Pierre, courtier immobilier pour accompagner Remax depuis 2002. Puis je vais expliquer un petit peu mon parcours tantôt, mais j'ai quitté pendant 12 ans l'immobilier. Et quand la COVID a frappé, j'ai pas été capable de pallier à toute la demande des clients parce que l'immobilier a fait un gros boom. Donc, j'ai engagé 1 courtier, 2 courtiers, 3 courtiers. Et là, on est rendu 25 courtiers avec 4 adjoints et un directeur des ventes. Okay, c'est à la COVID vraiment que tu as pris l'opportunité de exact. Ça? OK. Ça s'est calmé là, depuis la COVID pas mal? En ce moment, le marché est très, très actif. 2023 a été plus tranquille et là, on est revenu en force. OK. Donc, commençons par le commencement. Toi, est-ce que tu étais un élève extrêmement studieux puis que tu t'es dit je veux devenir courtier? C'est quoi parce que, à moins que je me trompe, il y a eu une grande mode de devenir courtier immobilier dans les dernières années, un peu pareil que les conseillers financiers, une grande mode de devenir conseiller financier. Tu sais, il y a des métiers comme ça qui ont un peu popé. Toi, c'est quoi? Est-ce que tu t'intéressais déjà à l'immobilier? Peux-tu nous parler de ça? Aucunement. À l'école, j'étais pas un élève studieux. Sûrement que j'étais TDAH non diagnostiqué. Donc, j'avais le cahier de suivi à chaque semaine, voir si je faisais bien mes travaux. Même un prof qui m'avait mis dans un placard parce que je dérangeais tout le monde. Fait que sois dans le placard, mets tes écouteurs, écoute ta musique, puis on veut pas t'entendre. Fait que c'était ça mon secondaire. Et après ça, pour moi, je connaissais même pas personne qui était allé au cégep. Je connaissais personne qui était allé à l'université. Fait que je m'ai dit, je vais trouver l'usine qui paye le plus dans la région de Granby, parce que j'étais des cantons de l'Est. Et à l'époque, j'avais trouvé une usine de caoutchouc. Et ça fait longtemps, ça fait 20 ans, mais je te payais 7,90 $. C'est sûr que s'il y a des plus jeunes qui nous écoutent, ils doivent dire, tu fais quoi avec 7 $? À l'époque, on faisait plusieurs choses. Mais j'ai commencé à travailler là, puis mon but ultime, c'était de travailler pour une compagnie qui s'appelle Agropur. Et cette compagnie à Granby-là, il y avait le fonds de pension, puis c'était 20 $ de l'heure qu'ils payaient. Fait que je dis, si je vais là, ma vie est setée. Fait que j'étais là. Mais je m'ai pas rendu chez Agropur, donc j'ai travaillé dans le caoutchouc avec mon frère pendant des années. Et là, on est allé dîner un midi, puis on a vu dans le journal, c'était marqué « Devenez agent immobilier ». Puis mon frère, il avait plus de guts que moi à l'époque. Et lui, il est parti courtier immobilier. À l'époque, c'était des agents. Fait qu'il est parti dans le courtage. Et sa première année, je crois, il avait fait 75 000 $. À l'époque, donc. À l'époque, il y a 20 ans, en 2002, 2001. Donc, moi, je fais 7 piastres de l'heure. Lui, il fait 75 000. J'ai dit, oh my God. Fait que là, j'ai vu les possibilités s'ouvrir. Je connaissais absolument rien de l'immobilier. Je savais pas c'était quoi un notaire, mais je vais faire mon cours. Fait que j'ai fait mon cours. Et ma première année dans l'immobilier, moi, j'ai fait 17 000 $. Et j'ai eu 20 000 de dépenses. Donc, j'étais vraiment cassé. Ouais. Deuxième année, je suis revenu à l'usine. Okay. Et là, j'ai fait l'usine. Je travaillais de 6 heures le matin à 1 heure à l'usine. Et tous les soirs, je faisais de l'immobilier. Et 7 jours semaine, j'ai fait ça pendant 1 an et demi. Et après, je suis revenu à temps plein dans l'immobilier. Et là, ça allait bien. Est-ce que tu chassais l'argent, le gain, que c'était ça ta motivation au début? Parce que tu m'as dit un truc intéressant. Tu m'as dit, Agropur, c'est là que tu allais te setter. Puis, quand j'étais jeune, à peu près il y a une vingtaine d'années, un peu moins, et je me souviens que jeune, il y a 30. Ouais, t'as quel âge? 47. OK. 47 ans. Chacun, c'est début vingtaine, je me cherchais, mais je cherchais un style de vie. Ouais. Je me dis, qu'est-ce qui peut m'apporter ce style de vie-là? Puis moi, ce que j'aimais pas à l'usine, c'est que j'avais 15 minutes de pause. J'avais 30 minutes pour dîner. Puis je me souviens, une fois, j'étais arrivé 32 minutes comme après la pause, puis c'était 2 minutes de retard. Puis le patron regardait sa montre, puis il dit, là, t'es en retard. Ça méritait. Puis il dit, il faut que je cherche quelque chose que je peux être plus libre. Et j'avais pas d'option. Et quand j'ai vu l'immobilier, j'ai fait, waouh, c'est ça. Ouais, je comprends. OK, parfait. Un peu
la rigidité d'un emploi en usine. Puis c'est ça, les usines. En même temps, ils ont pas le choix. Si tout le monde arrive 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes, puis on le sait comment sont souvent les gens, tu tires l'élastique, c'est comme j'arrive 5 minutes en retard, 10 minutes en retard, finalement, je fais pas grand-chose. T'es pas dans ce cadre-là, comme à l'école. Je m'assoyais en arrière, puis je regardais par la fenêtre le monsieur qui réparait le banc dans le parc à l'école au lieu d'écouter le professeur. Tu sais, j'étais plus lunatique, puis je rêvais, là. Est-ce que tu as eu peur un peu quand tu étais jeune, tu parlais d'agropur, tu voulais te céter. Est-ce que tu te disais, tu sais, après on te dit, les Québécois, on est pour un petit pain, c'est pas cette expression que je veux dire, mais est-ce que tu étais comme, si au moins je peux atteindre ça, $20 de l'heure, je vais être content, puis ma vie va être correcte, tu sais. Ouais. Est-ce que tu avais pas, tu sais, je te connais un peu dans ce que tu fais, etc. Je connais Joe qui travaille maintenant avec toi. Tu réussis bien financièrement, si on parle de réussite financière, réussite business, ça marche tes affaires, il y a du revenu qui rentre. Est-ce que tu t'étais imaginé là un jour quand tu étais plus jeune? Jamais. Du tout. C'est pour moi, comme je disais, je connaissais personne dans mon entourage qui était entrepreneur. Je connaissais personne qui avait du succès. Ouais. Fait que moi, je partais de très loin. Fait que tranquillement, chaque année, j'ai augmenté mon état d'esprit de dire, hey, ça, c'est peut-être possible. Ça, c'est peut-être possible. Puis, j'étais pas un sportif non plus. Et à 13 ans, j'ai découvert, moi, la boxe. Okay. C'est pour ça qu'on contacte ensemble. On s'est contacté, c'est la boxe, les combats ultimes. Puis, c'est la première fois que j'avais un peu de succès dans ma vie. Puis, wow, ça goûte bon, ça. C'est le fun. Fait que là, j'ai gagné un combat. Puis j'étais bon dans le gym, tout ça. Fait que ça m'a pris un cheminement comme ça, de dire, hey, c'est possible pour Jonathan de gagner des choses, gagner avec le succès. Et là, tranquillement, ben j'ai vu qu'on était capable de bâtir quelque chose. Et on a vraiment un profil similaire. Pour vrai. Okay. Je savais pas tout ça sur toi. Moi, quand je suis arrivé de France à 18 ans, j'ai pas mon secondaire 5 dans la vie. Déjà, j'étais nul. J'ai retrouvé mes bulletins, là, puis je riais. C'est pas drôle, mais je riais maintenant. 30 ans plus tard où je me dis, au moins je m'en suis sorti, mais mes bulletins, il y a des notes, j'avais sur 20 en France, j'avais 2 sur 20 en maths, j'étais le dernier de la classe, avant-dernier de la classe, j'étais pas bon, mais en même temps, j'arrivais pas à me concentrer. Puis ici, mon ami, son père était, je pense c'était un peu, il est dans la police, mais pas policier, mais il travaillait dans les corps policiers, je pense en administration, puis il faisait $20 de l'heure, puis je m'étais dit, 18, il faisait 18, je me dis, si je peux faire $18 de l'heure, je vais être vraiment content. Et quand j'ai goûté au sport, j'ai commencé avec le karaté quand j'étais plus jeune, puis j'ai commencé à être bon. Puis là, c'était comme, j'étais souple, je mettais des bons coups de pied, puis tout. Puis là, j'étais comme, que les gens disaient, c'est bon, t'es bon. Ou en sport, tu sais, j'étais bon en sport. Mais moi, les meilleures notes que j'avais, c'était en sport puis en musique, parce que le reste, le français, ça allait. Mais maths et tout, en fait, c'est que j'étudiais pas. Et t'as dit un autre truc que j'ai trouvé intéressant, c'est que tu connaissais personne qui l'avait fait. Moi, l'entrepreneuriat, de faire tes propres trucs, je savais même pas que ça existait. Avant 18-20 ans où j'étais comme, tu peux lancer ta business, tu peux lancer ton propre projet puis faire de l'argent, t'es pas obligé d'aller en usine ou je le savais pas. Et c'est ça qui est difficile, c'est quand t'as pas d'exemple devant toi ou qui l'ont fait, ou tes parents ou tes frères, tes sœurs, peu importe qui a un niveau de réussite, c'est difficile de rêver parce que tu l'as pas vu. Si on monte il y a 25 ans, il n'y avait pas de YouTube, il n'y avait pas de... Ouais, c'est ça. Fait que moi, j'étais à Granby, puis je parlais à mes amis, mais même leurs parents, eux, n'avaient pas le succès, les gens travaillaient tout le temps en entreprise, fait que c'est difficile de se voir ailleurs. Puis la confiance en soi, c'est ça que la boxe m'a emmené, parce qu'au secondaire, il y avait, tu sais, pas du bully, mais de l'intimidation. L'intimidation et tout ça. Puis mon surnom au secondaire, c'était Bourrelet. Pour Bourrelet, là, tu sais, jamais sauté le poids, fait que, hey, Bourrelet. Fait qu'à un moment donné, ça rentre dedans. Ouais. Et là, quand j'ai commencé à boxer, j'ai passé de 156 livres à l'époque à 127 livres. Là, je suis devenu plus un grand slim. J'ai commencé à gagner, fait que ma confiance a monté d'un coup, là. Puis, j'avais même une petite question, j'ai vu ta réponse, c'était si tu devais vendre, ou si tu devais, on va dire, assister quelqu'un, une célébrité, dans son achat de maison ou de propriété ou peu importe, ce serait qui? C'est sûr que, tu sais, côté vedette, une personne que j'admire beaucoup, c'est Georges Saint-Pierre. Ouais. Parce que depuis que je suis tout petit, j'ai fait le karaté, j'ai fait tout ça. Fait que j'ai vu son évolution. Puis c'est quelqu'un qui avec ses valeurs que j'aimerais accompagner. Et c'est sûr que mon nom, c'est Jonathan Saint-Pierre. Fait que souvent, à chaque fois que je fais une rencontre, t'es-tu de cousin à Georges, t'es en famille à Georges? J'aimerais ça, j'ai même la même coupe de cheveux que lui. Fait que ça, c'est bien. Mais non, là, maintenant, il y a les cheveux. Exact. Faut que je me fasse ses cheveux, mais ça va pas. Moi non plus. Mais on devrait aller en Turquie. En Turquie? Ouais, non, peut-être. Non, j'ai peur de l'avion, mais j'avais envisagé. Maintenant, ça va, j'ai comme... T'as passé là-dessus. Ouais, je me dis bon. Mais Georges Saint-Pierre, c'est quelqu'un que j'aimerais ça.
accompagner dans la vente de sa maison, un projet, même des conseils. Juste, tu sais, l'environnement est important. Juste avoir la chance de côtoyer quelqu'un comme ça serait génial. C'est vraiment un gars, moi je l'ai connu à l'époque, j'avais des boutiques au TriStar à Montréal, donc je le voyais en fait tous les mardis, moi j'y allais, puis lui était là, puis c'est un gars, puis moi j'avais 20 et quelques années, mon frère est plus jeune que moi, donc mon frère avait peut-être 16-17 ans, puis c'est vraiment un gentleman, Georges. Pour vrai, tu sais, il y a beaucoup de monde que je connais qui sont des animateurs radio, télé ou quoi, que tu les vois dans la vraie vie, c'est des connards, puis qu'à la télé ça a l'air d'être des gens gentils, je suis désolé. Mais Georges, c'est vraiment un gars qui est vrai. J'avais même à l'époque, mon père, c'était comme son rêve de le rencontrer. Puis je savais qu'il était là les mardis matins, donc j'avais dit à mon père, hey, peux-tu venir m'aider à la boutique? J'ai une lumière à installer que j'arrive pas à installer. Donc mon père est venu, puis Georges y est arrivé, puis j'ai dit, hey, Georges, mon père, c'est son rêve de te rencontrer. T'aimerais-tu, je peux-tu prendre une photo de lui puis toi? Donc j'ai pris une photo de mon père puis Georges. Puis il m'avait répondu anytime, on faisait du monde. Ça m'avait marqué parce que c'est pas un gars. C'est un gars vrai, j'ai l'impression. Puis, t'aimes les arts martiaux tout comme moi. Je trouve que c'est tellement rendu un gros show de boucan dans le UFC, tu sais, les combats d'arts martiaux mixtes, les insultes, les poussages, le trash talk. Le marketing, hein. Ouais, beaucoup de marketing. Mais, comme la lutte fonctionne. Georges s'est rendu là sans avoir besoin de frapper le monde dans des bars, sans avoir besoin de faire parler de lui dans les gros magazines, comme quoi c'était une personne qui, tu sais, mettons, je fais une comparaison avec McGregor, les gens n'ont pas compris, mais tu sais, il y a peu besoin de faire ça. Puis, tout comme Anderson Silva, Jose Aldo, Lyoto Machida, c'est tous des gars qui ont gardé une valeur, un respect pour leur adversaire, puis qui se sont rendus champions du monde, là. Exact. Ils ont livré la marchandise. Ouais. Donc, ça, très content. On parle du marché immobilier actuel. On est le 23 juillet. On a la Fed, la Banque du Canada, pas la Fed, là, mais qui parle là pour le 30, le prochain augmentation de taux et le 30 juillet. Là, on a eu une stagnation dernièrement. Les taux ont un petit peu baissé. Tu m'as dit au début de l'épisode, je sais pas si c'était off-air ou on-air, je sais pas si tu me l'as dit au début de l'épisode, on enregistre ou pas, que ça reprenait versus 2023. Comment ça se passe, ce marché immobilier? 2023 était plus tranquille dû à la hausse des taux d'intérêt. Et là, on a eu la baisse des taux. Donc, le marché, dû au manque d'inventaire, il y a encore la surenchère qui est revenue, tout ça fait qu'il manque de propriété pour le nombre d'acheteurs qu'on a présentement. Donc, le délai de vente est revenu à un week-end pour vendre la propriété. Ah ouais, OK. Ouais. Première propriété, surtout, premiers acheteurs? Ça va jouer entre 400 000 et 750 000 environ, là. Ça va vite, là, avec des offres multiples. Ça va dépendre du produit aussi. Oui, bien sûr. C'est ça. Puis, le marché est très bon. C'est ce que je parle tout le temps avec les invités. On parle toujours en règle générale, parce que les gens sont très gentils. On met des clips de 1 minute, 1 minute 30 sur Facebook, Instagram et tout. Puis, ouais, mais moi, c'est pas ça. Oui, je sais. Mais on parle en règle générale. Il y a toujours des exceptions et on ne peut pas tout couvrir dans un épisode. Le but d'un épisode comme ça, c'est que si vous aimez l'immobilier, si vous voulez acheter, si vous voulez vendre, ou on parle souvent d'investissement, etc., de juste mettre une petite curiosité, puis de dire, j'ai appris des trucs, je vais aller me renseigner encore plus. Mais c'est pas un cours universitaire où vous allez avoir un diplôme à la fin de l'écoute du podcast. Donc, je tiens encore à le préciser comme je fais habituellement. Au niveau du taux, on voit qu'il y a une influence par rapport au taux. Penses-tu que peu importe le taux, on devrait acheter ou penses-tu qu'on devrait mettre sur hold quand justement les taux augmentent fortement? Moi, j'ai acheté en 2022 quand les taux étaient en train d'exploser. Moi, j'ai acheté là. Donc, ma maison, c'est une maison de premier acheteur. Je l'ai vendue avec surenchère. Et la maison que j'ai achetée, je l'ai payée au prix affiché. C'est sûr que c'était une maison de plus deuxième, troisième acheteur. Je l'ai payée au prix affiché. On était la seule offre. Donc, tu sais, moi, j'ai profité, je trouve, des deux. Où j'ai vendu ma maison de premier acheteur en surenchère et là je l'ai acheté je pense que le bon moment d'acheter, le meilleur moment, c'est hier. Puis le deuxième meilleur moment, c'est aujourd'hui. Parce qu'on le voit au Québec, là, les prix continuent à monter, puis ça continue à monter. Moi, j'ai des gens, quand la COVID a frappé, ils ont mis leur projet sur la glace, qui m'ont rappelé 1 an après qui n'avaient plus la capacité d'acheter le même type de propriété. Avais-tu déjà vécu ça? Ça fait depuis quand t'es courtier? J'ai fait 2002. À 2006, j'ai quitté, je suis revenu en 2017. Mais non, on n'a jamais vécu ça. Cette hausse fulgurante. Ça n'existait pas à l'époque. La surenchère,
ça n'existait pas à l'époque. Là. Si on avait, exemple, 1000 $ de surenchère, oh my God, 1000 $ de surenchère. Donc, on voyait pas les choses comme ça. Et quand j'ai commencé dans ma première vie de courtier immobilier, tu sais, les gens ils négociaient. Le délai de vente, c'était 9 mois. Là. Donc, ça prenait 9 mois à vendre une maison. Puis les gens, ils négociaient. Donc, c'était normal. Là. Fait que c'est pour ça qu'avant d'avoir une paye quand j'ai commencé, ça va prendre 1 an. Là. Fait que j'ai travaillé pendant 1 an pour avoir mon premier chèque. Là. Puis je travaillais fort. Là. Ah ouais, parce que le temps de vente était beaucoup plus long. Exact. Fait que le temps mis dans le marché et le délai de vente de 9 mois passé chez le notaire et après ça avoir ta commission. Fait que c'est 1 an plus tard. My God. C'est pour ça que quand, tu sais, j'avais reçu Joe Vallée sur le podcast il y a peut-être 2-3 ans, qu'il y avait une statistique qui venait de sortir, je m'en souviens plus. Donc je vais aller dire tout croche, tu me corrigeras au pire. Il disait en gros, là, il y a 15 000 courtiers, mais il y en a genre 30% qui n'ont pas renouvelé parce qu'il y en a... Il disait qu'il y avait des courtiers qui faisaient beaucoup d'argent, mais que la moyenne, c'était pas vargeux. Tu sais, qu'il y avait des courtiers qui avaient un autre job et tout parce qu'ils n'étaient pas capables de subvenir. Est-ce que ça, tu vois ça aussi, toi, dans ton expérience, dans les gens que tu côtoies? Ouais, énormément. C'est sûr que la moyenne des courtiers au Québec vendent 5 maisons par année. C'est la moyenne. Mais il y en a qui en vendent 100. Ouais. Donc, il y en a qui en vendent 0. Ouais. Fait que c'est pour ça qu'il y a des gens qui ont de la difficulté. Puis souvent, on voit sur les réseaux sociaux que l'immobilier, ça va être facile. On met une pancarte sur centré, on met une pancarte, on met centré sur ça. Mais il y a du travail en arrière de ça parce qu'au début, tu n'es pas connu. Faut que tu ailles chercher les propriétés. Il faut que tu fasses la prospection. Puis, tu sais, moi, j'ai une personne là, qui a fait une journée de prospection, puis ça a été fini, là, parce que c'est pas ça qu'elle pensait. Se faire dire non à répétition, non. Parce que tu as beaucoup plus de non que de oui. C'est comme ça. Fait que prospection, c'est-à-dire tu vas faire du porte-à-porte? Il y a porte-à-porte, il y a les appels, on appelle ça du cold call. À toi, t'appelles toute Sainte-Julie, t'appelles toute Boucherville, t'appelles tout le monde. Voir si tu chances dans quoi, mettons. Je pense souvent dans les 6 prochains mois, on peut faire votre évaluation. Fait que on leur dit ça. Et il y a les gens qui vendent par eux-mêmes, que eux aussi, on les appelle, voir s'ils changent d'idée puis ont besoin de l'aide d'un courtier. Là. Mais t'as des gens que t'appelles puis qui vont te dire que j'avais pas pensé à ça, mais OK, qui t'ouvre la porte. Mais il y a des gens qui vont juste dire oui, je pensais à ça justement, j'avais ça, puis viens faire l'évaluation. Et là, ils vont dire rappelle-moi en septembre, puis ça se peut que je vende. Fait qu'on fait des suivis, puis ça fonctionne. Tu sais, il y a un truc que moi je prêche beaucoup pour l'investissement autonome, en investissement boursier, parce qu'aussi je me suis formé, puis je connaissais et tout. Mais par contre, vendre ma maison. Moi, j'ai un ami proche là, qui est courtier, François-Xavier Charbonneau, qui est avec Remax aussi, qui m'a aidé les 2 fois. La première maison que j'ai achetée, c'était à McMasterville. Nous, on habitait Longueuil avec ma blonde, qui à l'époque, McMasterville, c'était loin. Et vu que c'est un ami de la famille, FX, il vient et il nous amène dans son auto, petite bouteille d'eau, et on s'en va à Saint-Basile pour voir la maison à Saint-Basile. On avait vu une belle maison à Saint-Basile. Puis là, il nous avait envoyé une maison à McMaster. Puis ma blonde et moi, on avait regardé, on avait dit non. C'est déjà de une, c'est trop loin. Puis la maison, ça nous plaît pas. Mais là, ça faisait comme 2-3 journées de visite qu'on faisait avec lui. Puis là, il dit, bon, on est à Saint-Basile. Je vais aller vous faire voir la maison à McMaster. Puis ma blonde et moi, on est comme, mais c'est qui le client, Asti? Genre, on s'était dit, pas méchant, c'est un ami de la famille. Donc ça, on était comme, il y a du culot quand même. On t'a dit non. Puis il nous amène là-bas. Il prend sa voiture, et on est dans l'auto. Il nous amène à McMaster. On rentre dans la maison, on fait comme, c'est celle-là qu'on veut. Puis on a acheté la maison. Puis depuis ce temps-là, je me dis, un courtier, c'est pas le gars qui va planter ta pancarte, là. Ça nous a tellement aidé d'avoir ce conseil-là. Juste des trucs bêtes, là, des trucs qu'on n'y a pas pensé, mais quand t'as un mec que ça fait justement 5, 10, 15, 20, 25 ans qu'il travaille dans le milieu, il y a plein de petits trucs qu'il a vu, qui va pouvoir te donner comment placer la maison pour les photos. Tu sais, une fois, on est allé visiter une maison à Candiac, puis ils étaient en train de faire cuire du poisson. Donc, quand tu es entré dans la maison, ça sentait le poisson à grandeur. Puis, était comme habituellement, je pense que nous avait dit, tu mets un petit peu de vanille dans le four pour qu'il y ait une odeur. À la base, tu fais pas cuire le poisson. À la base, c'est pas de faire cuire le poisson. C'est la base. Mais c'est tous des petits trucs. Puis, tu sais, moi, je travaille encore avec des acheteurs et parce que souvent, les chefs d'équipe, ils veulent juste faire des vendeurs. Mais moi, j'adore ça. Puis j'adore parce qu'avec les acheteurs, je peux montrer aussi mes compétences de dire, regarde, vous faites une visite émotionnelle, et moi, je vais regarder les murs, je vais regarder ça, bon, ça, t'es correct. Puis souvent, les gens disent, hey, une chance, t'es là parce que si on l'avait pas vu, ça. Fait que c'est pour ça qu'ils ont besoin de quelqu'un. Puis quand ça va bien, ça va bien. Mais quand ça va mal, c'est là que tu es content d'avoir un bon courtier proactif qui va arranger puis trouver une solution. Parce que j'ai les dossiers, honnêtement, je m'ai battu, puis j'ai fait de l'insomnie parce que j'ai dit, faut que le client, ça fonctionne. Et une chance. Comme quoi, par exemple, mettons, quand tu dis un dossier qui va mal?
On a vendu une propriété, mes clients ont acheté une autre propriété et la personne qui achetait a eu un pépin et il y avait un dossier judiciaire, il était allé en prison. L'acheteur de la maison. L'acheteur, il est allé en prison. Fait qu'il ne pouvait plus acheter. Fait que mon client, ça tout d'un coup, l'offre a tombé. Ouais. Sauf que lui... il avait déjà acheté, sans condition, justement. Et là, il a fallu que je remette la maison à vendre, que je refasse une mise en marché, que je trouve une façon rapidement. Et on s'est battu et ça a fonctionné. Okay. Mais le client, quand je l'ai appelé, le vendeur, pour dire « Ah, l'offre vient de tomber à cause de ça, il capotait. Là, quand t'as 2 hypothèques à payer. Il y avait 4 enfants. Fait que là, lui, je dis qu'il faut que je me batte pour lui. Là. Puis à la fin, c'est une chance que tu étais là parce qu'ils ont savait plus quoi faire. Ouais, non, le conseil, surtout que c'est quand même, tu sais, c'est des grosses décisions. Là, on parle pas de 5 000 $. Là. Tu sais, c'est des décisions, c'est une maison. C'est où est-ce que tu vas habiter habituellement plus qu'un an ou deux. Donc moi, je me dis, ouais, non, à refaire, honnêtement. Mais, je sais pas si t'as entendu parler, il y avait un gars qui voulait faire Yubi, ça s'appelle? Mm-hmm. Je pense que c'est fait poursuivre de tout bord, tout côté. Puis, ouais, mais en ce moment, ça fonctionne. Ah oui, il y a des gens que ça va fonctionner. Ben, ils roulent. C'est un grand mot, mais ça... Ben, dans le sens, c'est ouvert, ça marche? Oui, ça marche. Ok, je pensais que... Sûrement qu'ils vont l'améliorer, tout ça, mais, tu sais, moi, je focus sur qu'est-ce que moi, je peux contrôler. Puis, présentement, je sais qu'il y a des gens qui vont m'appeler. J'ai des gens qui ont besoin de moi. Puis, ma première vie de courtier immobilier, j'ai quitté à cause que l'Internet arrivait, à cause que l'information arrivait. Puis, je me dis, les gens ont plus besoin de moi parce qu'ils vont trouver par eux-mêmes dans la maison. Mais c'est pas ça que les gens ont besoin. J'ai compris, c'est l'accompagnement. Ben oui. Ils ont besoin d'être de l'accompagnement, puis ils ont besoin d'être rassurés. Puis moi, ma job dans la vie, c'est de les rassurer puis de les conseiller. Puis, tu vois tellement de maisons que justement, on était allé visiter justement une autre maison parce qu'à un moment donné, on voulait acheter un plex. Puis le gars nous avait dit justement, ben tu vois, c'est beau, mais il dit les matériaux que le gars utilisait, c'est genre dans un an tu refais tout. Tu sais, il avait fait un flip d'immobilier, donc il avait utilisé tout. Il dit tu vois ça c'est faux, il avait soulevé des trucs que nous on n'avait même pas vu. Je me souviens en marché puis il a dit oh ici tu vois il y a eu une fuite, il y a eu un dégât d'eau. Et jamais déjà je suis pas très manuel tu sais. Mais lui, il avait tout vu. Ah, ça, tu vois, là, il y a une fuite d'eau. Ah, regarde, tu vois, là, ça se décolle. Là, tu vois, le matériel qu'ils ont utilisé pour la rampe d'escalier, c'est du cheap, là, ça va être à refaire. Mais à un moment donné, nous, on n'aurait pas vu ça. Tu disais tantôt, on agit avec émotion. Nous, on était rentrés, oh my god, c'est beau. Mais finalement, peut-être qu'on aurait acheté ça, puis dans 1 an et demi, 2 ans, on aurait fait tabarnouche, il faut tout refaire. J'ai un client comme ça qui avait un budget assez modeste, puis on fait ça des maisons, puis c'était des maisons un peu problématiques. Puis lui, il rentrait, puis c'est bon, on fait un offre. Puis j'ai dit non, on fait pas d'offre. T'achèteras pas ça. Il dit oui, il dit la déco est belle, ça. Je dis non, la déco, on s'en fout. Ouais. Qu'est-ce qu'il faut, c'est une bonne maison. Puis mon slogan, moi, c'est je veux pas te vendre une maison, je veux te vendre la bonne maison. Okay. Puis ça, c'est vraiment important parce que je veux, quand je vais le croiser à l'épicerie, cette personne-là, ben que je sois content de la croiser. Là, actuellement, en général, encore une fois, qu'est-ce que recherchent les gens? Est-ce que c'est vrai, on avait parlé de piscine, tu avais fait une vidéo avec nous, est-ce que les gens veulent, parce que bon, il y a des gens classe moyenne qui ont moins d'argent pour voyager, donc ils se disent bon, je veux un plus gros terrain, une piscine. Est-ce que les gens cherchent des maisons à rénover? Est-ce que les gens cherchent plus clé en main? Ça peut être différent, je le sais, mais en général. Mais depuis la pandémie, on a vu un facteur que les gens sont fatigués, les gens sont essoufflés, puis ils cherchent beaucoup les clés en main. Donc, quelqu'un qui prend le temps de bien arranger sa maison avant de faire la mise en marché a plus de chances de vendre au bon prix. Fait que c'est ce qu'on voit dans la tendance présentement. Mais est-ce qu'il se met encore des maisons à rénover 100%? Mais les clients, souvent les acheteurs, aiment avoir un produit fini. Est-ce qu'il y en a beaucoup encore de comment on appelle ça, de flip immobilier? Ouais, t'en vois. Ouais. Je travaille avec des gens qui font des flips immobiliers, puis ils font des super beaux, des belles aménagements, puis des belles maisons. Tout le monde est content. L'acheteur est content, puisqu'il y a une maison presque neuve. Ouais. Et le gars qui fait le flip aussi. Puis là, on s'enligne, comme tu disais, il y a de la surenchère. Puis ce qui se passe aussi, c'est que il y a de l'immigration encore. Tu sais, là, je disais hier, il y a 3 millions au Canada d'immigrés illégaux qui ont besoin de prendre des appartements, etc. Donc, tu sais, dans le sens, il y a les taux qui ont augmenté. Il y a plein de projets d'immobilier de construction qui ont été mis sur pause parce que les taux étaient bien trop pour construire, donc ils sont attendus. Ça prend des logements. Il y a des villes qui bâtissent beaucoup de condos, etc. pour les gens. Je m'obstinais avec quelqu'un dernièrement qui disait je vais attendre que le prix de l'immobilier descende. Je suis pas un pro de l'immobilier, loin de là, mais à date, j'ai jamais vu de toute ma vie. En 2023, ça a baissé un petit peu. Les valeurs ont baissé légèrement.
Puis là, les gens, ils n'ont pas profité de ce ralentissement-là parce qu'ils disaient, oh, les taux Les taux ont augmenté, c'est ça. Mais t'étais mieux d'acheter quand même un petit peu moins cher avec un taux qui est plus haut parce que ton terme, il est 3 à 5 ans. Versus que si tu payes la maison 100 000 de plus, ben c'est 100 000 de plus. Ouais. Fait que c'est pour ça. Fait que oui, il manque de maisons. Et présentement, il y a des villes qui n'ont plus le droit de construire à cause des infrastructures, au niveau de l'eau, au niveau des égouts, tout ça. Fait que c'est difficile de continuer à construire. Ouais, donc en fait, c'est comme tu disais, il faut acheter le plus rapidement possible. Exact. Puis, de toute façon, les taux resteront pas là non plus tout le temps. Donc même si c'est élevé, ben écoute... Mais ma première maison que j'ai achetée, à l'époque, c'était à Granby avec ma femme, puis on avait payé 100 000 $ pour un jumelé. Puis là, ma mère, elle dit, Jo, t'es fait arnaquer, t'as payé ben trop cher. Elle dit, fais-moi confiance. Puis, je l'ai vendu quelques mois plus tard, je l'ai vendu 125 000. Puis là, cette même maison-là en vaut 400. Mais ça, c'est il y a 20 ans. Là. Mais une maison, quand j'ai commencé, un jumelé, ça c'était environ 75 000. Puis une belle maison de luxe à Granby, c'était 140 000. Puis la moyenne, c'était 126 000 à l'époque. On est loin, là. On est loin, là. Ouais. Surtout que Granby, c'est quand même une ville qui a... C'est en expansion en ce moment, une belle ville en expansion. Fait que c'est pour ça, mais à l'époque, c'était cher. Puis les gens, ils se disaient à l'époque, on va attendre. Puis ces mêmes personnes-là disent encore, on va attendre. Fait que c'est juste ça. Fait que c'est fort à l'action. En parallèle avec la bourse, c'est la même chose. C'est actuellement sur plein de marchés, sur plein d'actifs, on est sur des sommets historiques. Puis les gens disent, ah, c'est ben trop cher, j'achèterai pas. Puis dans un an, on va s'en reparler, puis on va être sur un autre sommet historique, puis t'as manqué 10% d'augmentation, puis t'es comme, ah merde, si En fait, il y a une phrase que tous les investisseurs disent, immobilier, boursier, c'est, si j'avais su, j'aurais acheté avant. Exact. C'est la phrase qui revient. Si j'avais su, j'aurais commencé avant. Comme la crypto-monnaie, honnêtement, je connais rien là-dedans, mais j'avais un Bitcoin. Je l'avais acheté un à 1200 pièces. OK. Puis je connaissais pas ça. Fait que je devais de l'argent à un de mes amis à l'époque. Puis je dis, prends mon Bitcoin, c'est de la cochonnerie, ça. Ben non, ah ouais. 1200 $. Et là, il vaut, je sais pas combien, Ouais, 100 000, ouais, c'est ça. Fait que c'est ça, des fois, on pense quelque chose, mais c'est pas la bonne chose, tu sais. J'aurais dû garder mon Bitcoin. C'est comme ça. J'aurais dû, mais ça c'est comme le gars qui a perdu son wallet Bitcoin, qui a genre des millions dedans, c'est... Fait que c'est ça. Fait que les gens, des fois, attendent. Moi, je suis un gars d'action. Puis des fois, je fais des bons coups. Des fois, je fais des erreurs, mais à la fin de la journée, on gagne. Ah non, c'est sûr. Puis il y a le temps aussi qui compte pour nous, tu sais. Ouais. Rester investi, ne pas prendre peur. Tu sais, il y a beaucoup de parallèles qu'on peut faire avec l'immobilier puis l'investissement boursier. Les gens souvent ils vont vendre parce qu'ils ont peur. Et non, c'est si ton plan est bon, si t'as les finances pour ça, si t'as les reins solides pour ça, te laisse pas avoir par les médias ou différentes annonces politiques, gouvernementales. Stick to the plan, comme on dit, puis reste, puis tu vas en sortir gagnant. Tu sais, c'est Warren Buffett qui disait be fearful when people are greedy, puis be greedy when people are fearful. Ben c'est ça. Moi, je répète tout le temps. À la Covid, c'est là que j'ai réussi vraiment à bâtir une bonne valeur nette. C'est quand tout le monde avait peur. Ben déjà, tu sortais plus. Moi, ma petite, elle est plus à la garderie, donc il y avait plein de paiements qu'on avait plus. Ben tout cet argent-là, on l'a investi. Ma blonde travaille dans un milieu qui faisait de l'argent. Moi, j'ai eu la chance de retomber dans le milieu médical à ce moment-là avec des bonus de fou. Donc, j'ai rien dépensé. C'est comme on stack. Mais maintenant, juste 5 ans après, c'est fou l'argent qu'on a fait. C'est souvent dans les crises qu'il y a des opportunités. Puis quand le COVID a frappé, j'étais comme, mon Dieu, tu sais pourquoi ça arrive? On n'a pas eu le droit de vendre de propriété pendant 1 mois. Puis après ça leur repartit. Mais il y a des courtiers que je connais qui ont dit, hey, nous, on va attendre que le marché se tranquillise parce que c'est trop le Far West. Et moi, je me dis, bon, on va faire ce qu'il faut. Et c'est là que j'ai pris mon expansion. Donc, je suis parti de courtier solo à l'équipe que j'ai aujourd'hui grâce à ce timing-là. Ah, on va en parler justement de ton équipe. Tu disais que c'est dans les crises qu'on crée de la richesse. Est-ce que tu savais que de 2010 à 2020, les milliardaires ont augmenté leur fortune de 156 milliards à peu près. Les chiffres sont pas exacts, mais en gros, c'était pas mal ça, en 10 ans. Et de 2020 à 2021, ils ont fait le même montant que ce que ça leur avait pris 10 ans à faire. Et ça disait qu'en période de crise, c'est là que les riches s'enrichissent. T'imagines que de 2010 à 2020, ça a pris 10 ans à faire 154 milliards, puis 2020-2021, ils ont fait 154 milliards en 1 an. Il y a des opportunités. Ben oui, c'est ça. Exact. Puis, quand il y a eu les tarifs douaniers, que j'ai fait, c'est comme let's go, on investit avec ma blonde. J'ai vendu ma BM pour pouvoir en remettre plus en investissement. Puis plein de monde ont arrêté d'investir. Moi, j'étais comme, gars, c'est juste Donald Trump qui est parti sur une feed puis qui a dit, OK, on va mettre des tarifs douaniers. Là. Puis là, on est revenu plus haut. Là, on est sur des sommets historiques. Donc, imagine si tu avais acheté plus bas puis que tu as continué d'acheter bas pendant que ça remonte. Je suis très content de l'avoir fait. Exact. Donc,
moi, c'est ça que je dis, c'est arrêter d'avoir peur. Arrêter d'avoir peur, c'est là que ça se Quand donne. les gens vont d'un côté, bas de l'autre. Mais oui. Ah ouais. Là, en fait, la fois passée, je disais ça à ma fille. Ma fille, elle a 7 ans. Puis je disais, est-ce que tu veux être comme tout le monde? Parce qu'on passait sur la rue, puis on voyait les enfants sortir de l'école. J'ai fait en frapper un d'ailleurs avec mon auto parce qu'ils marchent n'importe où avec leur téléphone comme ça. Ouais. Puis ma fille, elle a 7 ans, puis elle veut un téléphone. J'ai dit, c'était hors de question, tu n'auras pas de téléphone à 7 ans, puis essaye même pas de négocier, il y aura aucune négociation possible. Puis je lui ai dit, c'est-tu ça que tu vas, est-ce que tu veux avoir l'air de ça? Elle est comme, ouais, non. Ben, c'est ça. J'ai dit, si tu veux la vie du 1% ou du 5%, ben, faut que tu fasses les décisions du 1%, du 5%. La majorité des jeunes, qu'est-ce qu'ils font? Parce que moi, elle fait du jiu-jitsu. Mardi, jeudi, samedi, jiu-jitsu. T'as pas le choix. Des fois, il y a une journée où si on est fatigué ou quoi, mais au moins 2 fois par semaine. Puis je lui ai dit, est-ce que tu préfères faire comme toutes les autres à l'école? Qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils regardent la télé, ils jouent à des jeux vidéo. Ben, toi, non. Est-ce que tu vois la vie qu'on a? Ce qu'on est capable de se payer ça, etc. Ben, c'est parce que j'ai fait les choix que les autres ont pas fait. La discipline. Exactement. Puis si tu les fais, toi aussi, tu vas pouvoir vivre ça. C'est difficile à 7 ans d'inculquer, mais je fais un effort. Ouais, ça va être une discipline, puis elle va conserver ça. Puis moi, c'est ça qui est arrivé au début, parce que je jouais au Nintendo à l'époque quand j'étais jeune, puis je m'en tenais sur plus de poids pas mal, puis mon frère m'avait dit, là, c'est fini. C'est fini le Nintendo. Puis à tous les soirs, il me laissait au gym de boxe. Lui, il allait faire du karaté. Fait qu'il me droppait à 5 heures. Il venait me rechercher à 8 heures. 5 soirs semaine. Non négociable. Et au début, les premiers soirs, je faisais juste m'asseoir sur le banc, puis je boudais. Pendant une semaine. Là, je dis, tant qu'à faire, je vais commencer. Et là, c'est là que j'ai commencé à aimer ça. Mais au début, c'est juste qu'il dit, là, tu te fais arrêter de jouer aux jeux vidéo, tu fais quelque chose de ta vie, là. T'es-tu content de ça? Ben, c'est un des plus beaux cadeaux que j'ai eu, là. Exactement. Ça m'a donné confiance, ça m'a aidé sur plein de sphères de ma vie, là. Comme tu dis, ça t'a pas juste aidé avec le sport, ça t'a aidé sur plein de choses, justement, de prendre confiance. Qu'est-ce qu'elle a fait la fois passée, ma petite? Écoute, un sourire. Ah, c'est avec le piano. Je l'ai filmé d'ailleurs. Elle voulait pas pratiquer le piano, puis moi je la forçais à faire du piano, etc. Puis elle a commencé à savoir jouer, puis elle s'est retournée, puis elle nous a fait un sourire à ma blonde et moi mais tu sais, une fierté, genre j'ai réussi à faire le morceau, que ça fait genre 3 mois que je galère. Là, tous les soirs, on fait Duolingo, on fait des cours d'anglais tous les soirs, sans exception. Puis là, en plus, c'est très gamification, donc tu as des points, t'es en compétition sur d'autres mondes, mais c'est ça qu'il faut que tu donnes à ton enfant, c'est le plaisir de gagner. Puis je dis pas gagner pour écraser les autres. Je veux qu'elle ait cette sensation de hey, j'ai accompli quelque chose. Parce qu'il y a des gamins qui arrivent à 8, 10, 12 ans, 14 ans, ils n'ont jamais gagné. La seule chose qu'ils ont gagné, c'est dans le jeu vidéo virtuel. C'est tout. C'est pas quand même terrible. Mais faut donner à nos enfants le plaisir de gagner, de s'accomplir dans quelque chose. Le jiu-jitsu, c'est pas son sport, là. Je pense pas qu'elle deviendra championne du monde, mais c'est pas grave. Elle y va. Puis là, elle commence à battre du monde. Elle a des résultats. Elle a des résultats parce qu'elle y va. Donc, tu vois, Olivia, plus tu y vas, plus t'es meilleur, plus tu deviens meilleur. Et c'est là que tu inculques. C'est vrai. Ben, j'ai fait des efforts. Je suis allé, je me suis bougé les fesses de mon canapé. Puis maintenant, j'accomplis des choses. Là, je lui ai donné sa ceinture il y a quelques mois. Elle a eu sa première ceinture blanc-gris. Elle a la fierté. Elle dormait avec quasiment. Mais c'est ça qu'il faut leur montrer parce que s'ils n'ont pas l'habitude de gagner, ils voudront pas. Tu sais, quand t'as pas vu le résultat que tu peux avoir, c'est difficile puis c'est des petites victoires qu'on leur donne, là. Exact. Peux-tu nous parler, Joe, de ton, on va dire, ton équipe? Comment tu t'es dit, est-ce que ça se faisait avant déjà? Est-ce que c'est toi qui t'es dit, m'a embauché du monde? Ça a été quoi ton thinking là-dessus? Parce que c'est quand même un gros move, là. C'est ça. Donc, quand j'ai quitté l'immobilier en 2006, je m'ai lancé dans l'industrie du marketing de réseau. Fait que pendant 12 ans, je recrutais des gens et je formais des équipes. Fait que j'ai fait ça pendant 12 ans. J'ai donné des conférences à Montréal, un petit peu partout à travers le Québec. J'étais allé même en France donner des conférences. Et à un moment donné, j'étais tanné de cette vie-là, puis je dis, je veux revenir à l'immobilier. Okay. Et je veux être un courtier solo, faire mes choses, that's it. Et là, quand tu fais de la prospection, je me souviens, mon bureau, il n'y avait pas de fenêtre là, chez Remax. Puis je dis, OK, c'est plate ça, OK, parce que une mauvaise journée, t'as personne pour parler. Une bonne journée, t'as personne pour célébrer. Puis là, je m'étais associé avec un de mes amis à l'époque, puis on était un duo. Fait qu'on n'était pas une équipe, on était juste un duo pour se motiver. Après ça, c'est là que la COVID est arrivée et qu'on a engagé une courtière, 2 courtiers. Et là, je dis, OK, ça prend une adjointe pour ça. Fait qu'on a engagé la première adjointe, deuxième adjointe. Et là, année après année, ça l'a grossi. Et je regardais mes objectifs de 2018. Mon rêve à l'époque, c'était d'avoir une équipe de 5 courtiers. Okay. C'était ça mon objectif il y a quelques années.
T'as 5 fois plus, là. Ouais, exact. Mais, tu sais, fait que mon but, c'était pas d'avoir une grande équipe. Mais là, tu rencontres quelqu'un qui est sharp puis qui veut faire partie de l'équipe, ben, c'est difficile de dire non. Tu gardes. Viens à l'intérieur de l'équipe puis on va s'amuser, on va avoir du fun. Fait que c'est pour ça que l'équipe grossit par elle-même de façon naturelle. C'est génial. C'est quoi que toi, tu leur offres à ces gens-là? Mettons, un courtier nous écoute, puis tout ça, avec une équipe, c'est quoi la plus-value? La plus-value, ben, juste l'environnement dans la vie, c'est très puissant. Oui. Fait que si tu tiens que des champions, tu as plus de chances de gagner. Fait que ça, on est la somme où on dit la moyenne des 5 personnes. Fait que ça, c'est un gros plus. Deuxièmement, ben, on a 4 adjoints. Fait que tout ce côté administration et tout faire. Fait que pour rentrer une nouvelle inscription, les ventes, si on a des questions. Donc, ma femme, justement, qui a déjà été courtier longtemps, elle est là pour superviser les nouveaux courtiers, puis même les anciens courtiers, si on a des questionnements. Un directeur des ventes qui va donner le pep talk à chaque matin. On a un meeting d'équipe à chaque matin par Zoom à 8h45. Fait que tout ça, l'environnement, plus on paye toutes les dépenses au complet. Fait que toutes les dépenses sont payées, sauf le frais mensuel de Remax. Et par la suite, on fournit des clients pour ceux qui font ce qu'ils ont à faire. Exemple, quelqu'un qui amène de la business, on va donner de la business. Si t'en donnes rien, on va être un peu plus restreint sur qu'est-ce qu'on va donner. Fait que ça, on a formé. Des leads dans le fond. Ouais, on a des leads, exact. Fait qu'il y a des gens qui en ont plus, des gens qui en ont moins, mais s'ils font ce qu'ils ont à faire, on est capable de défiler pas mal. Puis ça, c'est devenu comme une deuxième famille. Tu sais, j'ai eu mon party. À chaque année, on fait à mon chalet à Saint-Gabriel-de-Brandon, on fait un gros party. On était 26. Puis on avait un méchoui, j'avais loin un ponton, plus mon bateau. Puis c'est vraiment cool. Là. Fait que j'ai comme ce qu'on vit là. Tu sais, je regarde mes rêves en 2018, puis ma réalité est beaucoup mieux aujourd'hui que mes rêves de 2018. Mais est-ce que je travaille fort? 7 jours sur 9. J'arrête jamais. Fait que, tu sais, s'il y a rien pour rien, là, tu sais, c'est comme, il est chanceux, d'ailleurs. Un hasard. Je travaille, là. Ouais, je comprends. Ouais. Puis est-ce que tu, encore maintenant, est-ce que tu as d'autres rêves à accomplir ou est-ce que, première question. Est-ce que tes rêves, tu les as surpassés? Peut-être tu m'avais dit, je veux 5 courtiers. Est-ce que encore maintenant, tes rêves, tu les minimises puis tu les dépasses? Est-ce que tu es plus pessimiste au niveau de tes rêves ou est-ce que là, tu as des rêves encore plus grands? Ou encore plus grand. Okay. À chaque année, ça grandit. C'est comme si mon mindset voit que c'est possible. Tu sais, je regardais les top courtiers au Québec il y a quelques années, puis comment ils font? Puis là, j'ai compris comment ils font. Puis là, je regarde les meilleurs au Canada. Comment ils font? Là, j'analyse, puis je vais là. Fait que c'est un peu comme dans le sport. Si tu regardes le top 5 au USC, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils s'entraînent là-dessus. Ils font ça. Ben, moi, je regarde qu'est-ce qu'eux, ils font sur les réseaux sociaux. Je regarde comment ils font, puis je vais copier ou je vais améliorer. Puis c'est comme ça. Comme je t'ai dit, j'étais pas bon à l'école, mais des fois, je copiais. Fait que je fais la même chose en entreprise. Ouais. De toute façon, on n'a rien inventé. Moi, j'ai fait une vidéo d'un gars aux États-Unis. Puis il y a des gens qui m'ont dit, t'as volé la vidéo de John, je sais pas trop quoi. Puis en plus, je fais pas exactement la même chose. Dans le fond, le gars, il marche dans la rue, puis il fait ça, il clique dans le vide, puis t'as le nom de la compagnie qui apparaît, puis le pourcentage qu'elle a fait dans les X nombre d'années. Puis on a fait un peu la même chose, mais dehors, dans mon auto. Je sors de mon toit ouvrant, puis je clique en haut. Je clique sur mon pneu, je clique sur mon soulier pour parler de l'entreprise Nike. Les gens disent, t'as copié, je suis comme, t'es nouveau sur Internet ou, parce que tout le monde fait la tous les concepts, on essaie de les reprendre, de les réinventer, de le mettre à notre goût, puis peut-être qu'il y en a qui vont réfléchir à mon concept, puis le nombre de trucs que je me suis fait copier par d'autres conseillers financiers, et puis je suis comme, ok, il copie, tant mieux, ça veut dire que mon contenu est bon, je veux dire, c'est pas plus grave que ça. Quand tu veux, on avait marqué comment tu passes de travailler seul et de bâtir une équipe performante. Peut-être tu m'expliquais un peu de bâtir une équipe. Quand tu es une équipe maintenant, c'est quoi les défis que tu rencontres? Parce que là, tu as 25 personnes à gérer. Est-ce qu'il y a de la jalousie? Est-ce qu'il y a des gens qui sont pas bons, puis qui veulent pas faire les efforts, puis qui s'en vont? Est-ce qu'il y a des gros défis là-dedans? Non? Ben, c'est sûr, des fois, il y a les roulements. Il y a des gens qui sont moins satisfaits. Il y a des gens qui vont quitter. Il y a des gens qui viennent qui sont ultra satisfaits. Fait que ça dépend de chaque personne. Le plus gros défi que j'ai eu, c'est il y a 2 ans. Parce que là, je suis quelqu'un encore beaucoup sur le terrain qui vend des propriétés et qui travaille avec des acheteurs. Et là, je dis, les courtiers ont besoin de coaching. Donc là, j'ai commencé à coacher plus. Fait que les taux ont augmenté, plus de coaching. Fait que mon chiffre d'affaires a comme chuté vraiment de beaucoup. Donc, je dis, OK, il faut que je trouve une solution. Fait que là, on était vraiment dans est-ce que je retourne solo ou je continue l'équipe? Je me pose des questions. Et là, j'ai engagé un de mes bons amis, David Casey, qui est devenu le directeur des ventes. J'ai engagé Véronique, qui est avec nous aujourd'hui, là, qui est rendue adjointe là, justement à la direction. Fait que ça m'a aidé à aller à un autre niveau. Fait que ça a été vraiment ça, des grosses décisions. Fait que lui, il s'occupe plus du coaching. Moi, je m'occupe plus d'être sur le terrain. Fait qu'on peut faire les deux, puis on a un bon succès. Fait que ça a été ça. Puis t'aimes ça être sur le terrain encore? Est-ce que c'était quelque chose qui te motive? J'adore ça. Ah ouais, ok. J'adore ça. J'adore de voir l'expression des clients quand tu trouves la bonne maison. Puis ils se voient là, que tu gagnes en 9 multiples, puis ils l'ont, là.
C'est excitant, là, c'est le fun, là. Fait que c'est pour ça que j'adore voir ça, puis j'adore montrer ce que je connais aux gens, puis dire, OK, comme, c'est comme une chance qui était là pour nous aider. Fait que non, mais pour vrai, j'adore mon métier, puis c'est pour ça que je me vois pas juste être chef d'équipe, mais je me vois pas aussi juste vendre des maisons. Fait que quand j'étais juste courtier solo, il me manquait quelque chose. J'aime le coaching, on a un meeting d'équipe une fois par mois, j'aime donner l'information, mais tu sais, quand j'ai les deux comme ça, je suis aux anges. OK, ouais, c'est un bon mix parce que souvent, il y en a qui, malheureusement, qui sortent de ce qu'ils aimaient le plus quand ils arrivent avec des grosses équipes parce qu'ils ont pas le choix et tout. À un moment donné, quand tu gères, tu dois gérer. C'est un métier de faire de la gestion. Donc, c'est plus difficile pour ces gens-là. Puis, c'est bien que tu puisses continuer à faire la même chose. C'est quand même intéressant. Là, tu as une équipe de 25 personnes, dont Joe Vallée, qui est un ancien combattant professionnel, qui avait même battu Marc-André Barriault. Qui maintenant, je pense qu'il l'a battu 2 fois, ça se peut-tu? Je crois qu'il l'a battu une fois, il s'est fait battre une fois. OK. Bon, j'ai rien dit. Mais il a fait des beaux combats aussi. Joe, il a une belle carrière en arts martiaux mixtes. Tu aimes aussi les arts martiaux. Là, tu devrais recruter, tu cherches une 26e personne pour joindre l'équipe. Puis là, tu peux la former parce que Joe, il a commencé sur le tard quand même. Là. Il a commencé à 40 ans, je pense, courtier. Mais Joe, parce que moi, j'ai suivi sa carrière de combattant ultime. Ouais. Et quand il est arrivé dans le courtage, je le suivais sur les réseaux sociaux. Okay. Puis il était tellement motivé. Je le voyais faire du porte-à-porte à genre 42 degrés. Il y avait toute le ferme de sueur. Puis là, il est motivé. Puis là, il y avait une semaine, il avait cogné 242 pas, je me souviens. Puis là, j'envoie un message, « Hey, Jonathan, je suis un fan de toi, MMA, tout ça. Ça tourne à aller dîner, on va aller dîner ensemble. Puis on pourrait se partager les trucs. » Fait qu'ils disent, OK, on va aller dîner. Donc, il s'assoit devant moi, puis on commence à parler. Puis il dit, moi, je veux rien savoir d'une équipe. C'est ça, moi, ça va bien solo, parfait. Fait que là, je suis OK. Fait que là, je prends 3 à 5 minutes pour lui parler de l'équipe. Il se lève, puis il dit, je suis in. Je dis, comment t'es in? Il dit, je suis in. Puis il part. Mais je dis, on n'a pas commandé, on n'a pas mangé. Ah, il a pas besoin de manger, il dit, je suis in. Il est parti. Fait que j'ai mangé toute seule à la cage au sport cette journée-là. Mais lui, sa décision a été prise, puis ça a cliqué. Depuis ce temps-là, là, il est un des top courtiers dans l'équipe. Ouais, je vois, c'est là, il y aura des bons résultats. Mais bon, il est musicien, tu sais, c'est un gars qui est habitué, t'es habitué d'avoir une certaine discipline, c'est un ancien sportif de haut niveau, t'as pas le choix d'avoir une discipline, tu sais, quand tu te prends des coups de poing dans la gueule à longueur de journée. Mais tu sais, Joe, au début, il se servait pas de sa notoriété dans son environnement. Okay. Puis l'année passée, je dis, Joe, faut que tu deviennes le courtier immobilier des combattants. Ouais. Cette clientèle-là t'aime, ils t'apprécient, puis quand ils te voient rentrer, ils font comme, OK, c'est Joe Vallée, là. Ouais. Fait que c'est pour ça que depuis ce temps-là, il met plus d'efforts sur sa communauté. Il a fait pub aussi. On avait fait une vidéo ensemble aussi, fait que ça a été vraiment bon. Puis à chaque fois qu'il y a un événement de combat ou quoi que ce soit, on y va ensemble. Fait que on parle à beaucoup de gens dans le domaine des combats ultimes, là, puis de la boxe. Ta 26e personne que tu aimerais recruter, ce serait qui? 20e personne. Là, t'as 25 personnes? Ben, je pourrais pas te dire, là, tu veux la question de la célébrité. La question, c'est ça. C'est-à-dire que tu pouvais aller chercher une personne, joindre ton équipe. Non, c'est ça. Mais, tu sais, la question que dans le formulaire, c'était une célébrité. Puis, tu sais, moi, je suis pas un fan de gens à la télévision ou quoi que ce soit. Tu sais, j'aime les sportifs, puis surtout des combattants. J'ai eu la chance, il y a quelques mois, de vendre une propriété à Charles Jourdain. Oui, c'est vrai. Qui était un combattant. Et avec sa conjointe, c'est des gens extraordinaires. Puis c'est un gars qui a une tête sur les épaules, vraiment, là. Puis si, mettons, exemple, il a besoin d'une après-carrière, pour moi, ça serait comme un honneur de pouvoir le coacher puis de l'aider à avoir du succès, là. Fait que Charles Jourdain, si t'écoutes ça, t'es le bienvenu. Oui, c'est vrai que... Il y en a de la Rive-Sud, la Drade. Tiller. Ouais. Mais là, il s'intitule, je me souviens plus exactement. Mais qui était au Pro Star à l'époque, qui est rendu chez BTT, qui est rendu au UFC, qui a fait ses classes, qui se démarque. Aussi, a fait des bons combats. Puis à l'époque, un de mes anciens patrons m'avait dit que lui, ce qu'il cherchait quand il embauchait, c'est quelqu'un qui avait fait du sport, de compétition quand il était jeune, parce que c'est quelqu'un qui avait une drive qu'on retrouvait pas ailleurs. C'est ça, c'est bon. Mais dans mon équipe, je vois vraiment des profils tellement différents. Okay. Tu sais, j'ai une infirmière. L'infirmière, quand on a des gens, des personnes âgées, elle va y aller, puis elle va avoir beaucoup de compassion. T'as Joe Vallée qui va fitter avec d'autres personnes. On a un gars de construction qui va fitter avec des gars, des entrepreneurs, tout ça. Fait qu'on a vraiment des profils variés. Mais oui, les sportifs, c'est la discipline, puis ils sont plus focusés là-dessus. Ben ouais. Des gens qui aiment les résultats aussi, qui aiment gagner, évidemment. On passe... On avait quelques... déjà, on a des questions de gens. Je vais commencer par les questions. Ouais, vas-y. Que j'avais mis... en fait, on a un groupe privé que j'ai, puis je demande aux gens de me poser des questions. La personne, c'est Émilie qui demande, est-ce que c'est encore pertinent d'acheter
pour louer en 2025 où le marché locatif est-il trop compliqué maintenant? Je pense que c'est important d'acheter pour louer. Parce que si on veut se bâtir un fonds de pension, on sait qu'est-ce qui arrive. Si on se fie sur le gouvernement pour notre fonds de pension, je pense qu'il y a un problème. Est-ce que tu sais que Retraite Québec ont fait une publication pour dire que le RRQ, donc le régime des rentes du Québec, n'était pas leur fonds de pension, que le RRQ était un à côté. Et là, les gens, ils chialent parce qu'il y a plein de monde qui dit « Ah, le RRQ, c'est ma retraite. » Mais non, ils ont fait une publication sur Facebook et tout pour dire c'est juste un à côté, c'est un supplément de revenus pour votre retraite. Vous devez vous bâtir votre retraite. Parce qu'il y en a plein qui disent pourquoi je mettrais de l'argent de côté, pourquoi j'investirais, j'ai les rentes. Et non. Et non. Fait que c'est ça. Même si la personne qui pose la question, elle jetterait juste sur un duplex. Puis on va dire qu'il se paye toute seule. Ben, dans quelques années, il va être clair d'hypothèque, puis c'est un beau fonds de pension. Ça en achète un deuxième, un troisième. Fait que je pense, surtout avec le manque de loyer qu'il y a en ce moment, là, d'appartements, je pense que c'est une bonne chose d'acheter. Puis si elle repense à ça dans 5 ans, déjà, ça va avoir pris de la valeur. Donc, il est mieux d'acheter le plus vite possible. Parce qu'il y a quand même eu un regain de vendeurs de formation d'immobilier que tu devrais acheter, puis que tu peux faire du cash flow positif de X nombre de milliers de dollars par mois. Tu sais, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de jeunes, tu peux acheter sans mise de fonds. Il y a quand même beaucoup pas de menterie, mais tu sais, d'exagération, d'embellissement de la réalité. 100%. Puis les gens souvent, puis c'est pas tout le monde, mais souvent qui vendent des formations, ils font plus d'argent à vendre des formations que de faire la vraie job. Mais avant-hier, j'étais allé dîner avec un de mes clients que j'ai vendu un triplex. Et il me dit, Joe, il se paye. Ça me coûte rien, puis j'ai un beau triplex. Dans quelques années, c'est mon fonds de pension. Ben oui. Donc, c'est génial. Ouais. Ça, tu l'as dit, à l'époque, avec Lib, quand je faisais... c'était mon truc principal, je faisais bien plus d'argent à vendre des formations avec Lib que ce que je faisais en investissement. Parce que j'avais pas énormément, si on parle de là 5 ans, donc j'avais pas énormément, mais pas énormément, mais Lib, on pouvait faire 25, 30, 35 000 par mois en chaque. Fait que c'est pour ça, j'ai un mentor une fois qui m'a dit, fais attention qui tu écoutes. Parce que tout le monde peut donner des conseils, mais si la personne l'a pas fait, c'est difficile d'écouter ses conseils. Fait que c'est sûr que si quelqu'un est capable de le faire et le refaire, ben, à un moment donné, tu peux l'écouter parce que sa recette fonctionne. C'est Olivier Primo qui disait que un professeur de marketing maintenant, mettant à l'université, un prof de marketing, dans 3, 4, 5 ans, il est dépassé. Tellement ça change et ça change et ça change. T'as des profs d'entrepreneuriat à l'université. Vous avez eu d'entreprise. Qui ont jamais eu d'entreprise. C'est 25 ans qui donnent les mêmes cours, qui sont pas sur le terrain. Donc, à un moment donné, moi, c'est pour ça que c'est quand je fais des conférences pour les jeunes, c'est pour ça que moi, j'ai choisi de partager mes comptes. Que je partage mes comptes sur Instagram, on Céline, mon rire, ce que j'adore, parce que facile, là, tous les gens, là, qui sont comme, ah oui, moi, j'ai fait 3 millions. OK. Peux-tu nous le montrer? Ouais, bah non, là, c'est privé. OK, mais si je veux suivre un cours de Jiu-Jitsu, j'aimerais ça m'assurer que le gars sache faire du Jiu-Jitsu. Je veux pas payer mon abonnement puis que le gars finalement arrive puis ouais, mais tu sais... Il a appris sur YouTube. Ouais, c'est ça. Mais non, je veux que le gars il me montre. Il y a des oreilles comme toi. Exact. C'est ça. Pas forcément qui est champion du monde, mais qui connaît le jiu, qui a des bonnes techniques, etc. Puis là, les gens, souvent, ils vont acheter des formations de gens qui font juste bien parler, puis qui sont bons en marketing. Puis moi, ça me saoule. C'est pour ça que j'ai choisi de se dire, je vais partager mes comptes. Je veux que les gens, ils voient que c'est possible de faire X nombre de rendements par année. Deuxième question de marque. J'aime beaucoup cette question-là. Quels travaux augmentent réellement la valeur d'une maison avant une vente? OK. C'est sûr que la peinture va être importante, que ça soit propre. Des fois, c'est les mouleurs. Des fois, j'arrive puis les mouleurs sont mangés par le chien, sont maganés. Des fois, il y a eu de l'humidité ou quelqu'un a passé la mop. Fait que juste que ça soit vraiment beau au coup d'œil. Cuisine, salle de bain, les planchers. Des fois, on a les chiens qui ont graffiné les planchers. Fait que sabler les planchers. Fait que c'est ce que je ferais si j'avais à vendre, mettons, ma maison. Nous, tu vois, on voulait changer les fenêtres. Puis notre courtier nous a dit non, c'est avant de vendre, vous dit on va changer. Puis il a dit non, ça vous reprendrez pas la valeur. C'est que peinture et plancher, parfait. Samuel, ça c'était Marc. Samuel qui dit comment savoir si mon courtier fait réellement une bonne job pour moi? Ben, c'est dur à savoir parce qu'il y a tellement de courtiers. Puis il y a des gens aussi, ça dépend de la chimie que tu as avec ton courtier, mais est-ce qu'il est proactif? Puis d'un cours de vente qui m'avait dit ça à un moment donné, puis il avait dit est-ce que la personne répond au téléphone? Est-ce que ton courtier répond au téléphone? Ouais. Tu sais, moi, je me fais une mission que si je réponds pas au téléphone, maintenant, je te rappelle tout de suite après mon rendez-vous, mais j'appelle un courtier des fois ou souvent, puis ils vont rappeler une journée après, ou des fois pas du tout. Ouais.
Je me dis, mon Dieu, tu sais, imagine ton client a une question, là, puis comme tu réponds jamais, là. Fait que c'est ça. Fait que c'est juste la proactivité, la chimie, puis est-ce qu'il connaît ça? Tu sais, quand tu visites avec, est-ce qu'il a de l'air un peu perdu ou il est vraiment comme il connaît son affaire, là? Puis c'est sûr que quand je remonte il y a longtemps, je connaissais pas ça, là, mais je m'ai éduqué. Puis mes premiers clients, quand j'avais 22 ans, j'avais eu sur la garde. Fait que les gens sont venus chez Remax, ils ont besoin d'un courtier, c'était moi qui étais là, fait qu'ils me l'ont attitré. T'as des gens peut-être dans la soixantaine, puis il y avait eu peut-être 3 ou 4 maisons dans leur vie. Là, je visitais avec eux, puis je visitais. Puis on dit, j'entends, ça fait combien de temps que t'es courtier? Ben, ça fait comme une semaine. Fait qu'ils ont dit, ben, OK, ben, on va changer de courtier parce qu'on a besoin de quelqu'un qui sait de quoi il parle. Fait que là, ça m'a fait poser une question, OK, ben, faut que je m'améliore. Ouais. Faut que, je savais pas c'était quoi une affaire. Moi, j'avais peut-être un 3,5 d'un sol à RMB, puis j'avais aucune idée. Fait que là, je dis, faut que je me renseigne. Puis il y avait pas de chat GPT, il y avait pas, tu sais. Fait qu'on a appris à la dure, là. Puis la formation que vous suivez quand vous êtes courtier, ouais, c'est une grosse formation. Est-ce que tout le monde peut la avoir ou est-ce que c'est plus compliqué? La formation de courtage? Ouais, de courtage. Ben, elle est très bonne. Un permis? Ben, oui, c'est ça. La formation est bonne, mais pas sur le terrain. Okay. Donc, moi, j'ai mes nouveaux qui rentrent puis ils connaissent rien, là. Fait qu'il faut qu'on les parque vraiment. Okay. Tu sais, moi, je les emmène avec moi, exemple, sur une inspection. Moi, je savais pas c'était quoi, rien, là. Fait que j'ai tout appris. Tu sais, les fissures, la moisissure. Fait que les gens, ils partent de loin puis ils apprennent ça. Mais la formation, pour devenir courtier, c'est pas ça qu'ils vont apprendre à 100%. Fait que c'est pour ça que quelqu'un qui rentre dans une équipe va tout de suite accélérer son processus parce qu'il peut venir me voir, exemple, sur une présentation d'instruction avec des acheteurs, sur une inspection, chez un notaire. Fait qu'au moins, c'est la première fois que tu es accompagné. Fait que ça, c'est un gros plus. Là. Effectivement, c'est vrai que j'avais pas pensé à ça. Sophie, 55 ans, à mon âge, est-ce qu'il est plus judicieux d'acheter une plus petite propriété ou de rester en location et d'investir autrement? Je sais que j'ai envie de dire ça dépend, mais je te laisse. Ben oui, ça dépend, mais si je serais elle, soit que je m'achète une petite maison puis j'habite dans la maison avec une petite hypothèque, ou idéalement, c'est qu'elle reste à loyer puis elle s'achète un duplex puis un triplex qui va se payer toute seule. Dans quelques années, elle en achète un deuxième puis elle va pouvoir se bâtir un petit parc immobilier. Puis à 55 ans, c'est encore jeune. Je connais des gens qui ont commencé leur parc immobilier à 50 ans puis sont rendus à 400 à 500 portes, là. Donc, il est jamais trop tard. Il y a le fameux ou d'investir, tu sais, est-ce plus judicieux d'acheter une plus petite propriété ou de rester en location et d'investir autrement? Mais investir autrement, ça veut dire la bourse, c'est ça. Mais tu sais, mettons, je reste dans mon domaine de l'immobilier. Si je reste en location, puis j'achète un plex. Puis après, si tu achètes un plex, tu peux aussi vivre dedans, par exemple. Je peux vivre dedans, exact. S'il est tout payé, elle peut en racheter un autre en quelques années aussi, faire un refinancement. Il y a plein de possibilités. Mais moi, je dirais le plus vite possible d'acheter. Parce que ça va continuer à monter. Puis on n'a pas de boule de cristal. Mais si je regarde, il y a 20 ans quand j'ai commencé, puis aujourd'hui, ça a toujours monté. Puis des fois, ça a baissé légèrement, puis ça continue. Je t'avais demandé tes 3 astuces clés pour réussir une négociation immobilière. Une négociation, ben, premièrement, de connaître ton produit. Ouais. Souvent, les gens sont dans l'émotion. Donc, moi, il faut que je reste dans le rationnel, mais que je leur parle pour leur faire monter l'émotion. Exemple, si moi, j'ai les acheteurs, les vendeurs, fait que j'essaie d'aller toucher l'émotion pour soit qu'ils acceptent mon offre ou soit qu'on négocie. Fait que ça, c'est l'idéal. Et ça, la préparation. Ouais, c'est sûr. Puis, tu disais l'émotion, c'est sûr qu'admettons, quand j'ai vendu ma maison à McMaster, c'est là qu'Olivier elle est née, c'est là qu'elle a fait ses premiers pas, on a plein de souvenirs. Donc, tu sais, nous, en tant que vendeur, notre maison, elle vaut quelque chose parce qu'il y a de l'émotion, mais le nouveau couple qui arrive pour regarder ma maison, ils s'en foutent, ils voient des murs, puis... C'est ça, fait que t'as des vendeurs, exemple, que souvent on a les lettres de présentation, exemple, le couple avec c'est ça. Fait que là... C'est une bonne idée, ça? Oui, mais des fois, ça donne rien. Okay. Il y a des vendeurs qui vont dire, moi, Joe, j'ai l'argent. Combien là? Ouais. Puis il y a d'autres vendeurs qui vont dire, hey, c'est grâce à cette lettre-là que j'ai accepté. J'avais des acheteurs qu'on a trouvé une maison à Laval dernièrement, et eux, ils ont écrit la lettre. Ils ont fait la photo, puis ils ont dit que ils veulent avoir un bébé prochainement, puis dans la maison, ils se voient là. Ben, on avait une offre similaire, mais ils ont choisi juste à cause que j'ai présenté l'offre et qu'on avait la lettre. Fait que ça fonctionne. Je le vois à répétition. Puis il y a d'autres fois que ça n'a aucune importance. Ouais, c'est sûr que, mettons, t'as une maison, elle vaut 500, il y en a un qui fait une offre à 505, pas de lettre de présentation, puis là, t'as 450 avec une lettre. Mais des fois, c'est juste l'individu. C'est quelqu'un qui est juste rationnel ou, mettons, ingénieur, je vais dire ça comme ça. Puis lui, il dit, ben, les chiffres, mais l'émotion, il prend même pas le temps de lire les lettres. Il veut même pas, non, il veut même pas y voir. Fait que lui, c'est les offres, les montants, les conditions. Okay. Fait que c'est pour ça. Mais c'est mieux de l'avoir parce que c'est un plus. Oh, nous, on l'a fait. Puis ça n'a pas servi finalement puisque
on était tout seul comme offre, mais on l'a fait quand même parce qu'on s'est dit le plus de chances qu'on peut mettre de notre côté. C'est un beau souvenir. Après, tu gardes ça, puis bien sûr. Ouais. Bon, est-ce que tu voulais, c'était pas long, c'était mythe et réalité en immobilier. Ouais. Est-ce qu'il y a un mythe ou plusieurs que tu aimerais comme démystifier pour les gens? Ben, le mythe qu'on entend le plus, qu'on en a parlé tantôt, c'est qu'on mène pas en quatre. On met ça centriste. Ouais. Puis c'est fini. Ouais. Mais on travaille, là, on travaille. Puis, tu sais, hier, il y a un client qui a essayé de me rejoindre à 9h30 le soir. Puis j'ai pas répondu, j'étais avec quelqu'un, tu sais. Puis il dit, je suis content de voir que tu fais autre chose que de vendre des maisons, tu sais. Parce qu'il peut m'appeler à n'importe quelle heure, puis je suis toujours en train de vendre. Fait qu'on travaille 7 jours semaine, du matin au soir. Fait que on est là pour négocier, on trouve des nouvelles propriétés, on fait beaucoup de choses. On s'occupe du marketing. Fait qu'on a tous les chapeaux à porter. Ouais. Fait que ça en fait beaucoup, là. Fait que c'est pour ça. Fait que le mythe, c'est qu'en arrière, on travaille, là. Puis t'as des gens, nous on a fait 7 ou 8 visites avant d'acheter notre première maison. La deuxième maison qu'on a achetée en 2022, on a fait un peu plus de visites, mais on a fait 3 offres totales, mais les 2 premières offres, on l'a pas eu. Donc, mais tu sais, je me sentais gêné d'appeler toujours mon courtier pour qu'on aille visiter, puis il m'a dit, j'ai fait un couple, ils ont fait 34 visites avant d'acheter. Ben, c'est pour ça. Puis, tu sais, t'es mieux de l'appeler que de pas l'appeler puis passer par un autre. Lui, il est content que tu déranges, c'est son métier. Puis je me souviens d'une demoiselle qu'on a commencé à visiter au début de la COVID, elle avait un budget X. Okay. Et là, à chaque fois que les prix montaient, on a commencé à Saint-Hubert, après ça à Saint-Jean-sur-Richelieu, après ça à Grimby, puis on a fini à Roxton Pond. Fait que ça a duré 1 an, tous les dimanches qu'on a visité. C'est où Roxton Pond? C'était Grimby, 20 minutes plus loin de Grimby. Là. Donc, fait que c'est pour ça que, tu sais, des fois, on va travailler très, très, très fort avec un client. Puis d'autres fois, on a de l'air un super-héros qu'on a fait une visite, ça a fonctionné. Mais des fois, ce client-là de une visite, ça fait 1 an qu'on visite avec lui déjà, mais le vendeur, lui, le voit pas, ça. Puis on a perdu 7 fois 9 000 titres. Puis des fois, l'acheteur, on va magasiner pendant 6 mois. Puis après, il va dire, faut qu'on peut changer d'idée. Je vais acheter plus tard. Fait que c'est quand même du temps qu'on a mis, mais c'est la loi des nombres. Fait qu'on a des bons coups, des moins bons coups. Ouais, moi, ça me dérange pas, là, exactement. C'est ça. Après, tu dois avoir des clients un peu chiants, je suppose, là. Il y en a. Il y en a. Évidemment. Ça, il y a des gens qui vont plus connecter avec moi, il y a des gens qui vont moins connecter avec moi. Tu sais, moi, je suis moins un analytique, moi, je suis plus un gars d'émotion puis je fonds. Fait qu'il faut que je me parle à moi-même avec des gens plus analytiques, mais la connexion est là quand même. Parfait. Je te pose quelques questions. Ouais. En rafale. La meilleure décision professionnelle que tu as prise de toute ta carrière? Ouais. La meilleure décision, c'est de lâcher l'immobilier en 2006. Pourquoi? Parce que j'appréciais pas ce métier-là à la juste valeur. Okay. Parce que j'ai passé d'un gars d'usine à un salaire X. À ma dernière année, j'avais fait à l'époque là, 125 000 $. Ma femme, qui est courtier aussi, elle avait fait 100 000 $. J'avais fait 225 000, mi-vingtaine. Puis là, on était excités. Là, on dépensait, la vie était belle, tout ça. Et j'ai quitté l'immobilier parce que je pensais que j'avais gagné, puis j'avais fait le tour du jardin, puis je voulais d'autres choses. Donc, l'autre question, c'est quoi la meilleure décision que j'ai faite? C'est revenir dans l'immobilier en 2017. Et là, je suis revenu, mais avec plus de compétences, plus de confiance en moi. Et là, je savais comment bâtir des équipes. Fait que c'est ça l'avantage avec le MLM. Puis, je suis allé dîner avec un chef d'équipe l'année passée. Puis, il dit, comment t'as fait pour bâtir ton équipe si vite? Ben, je dis pas si vite. Parce que j'ai fait 12 ans de formation, comment bâtir des équipes, comment donner des conférences, comment tout ça. Fait que c'est 12 ans et plus 4 ans. Fait qu'on est à 16 ans pour bâtir cette équipe-là. Fait que sûrement que c'est moi qui est le plus long de la gang, mais ça paraît vite. T'sais. C'est ça, les gens, ils le voient pas. Ils voient pas avant, tu sais. Le pire conseil que tu entends encore souvent dans le marché immobilier, justement, le pire conseil, on voit beaucoup de courtiers qui font des capsules, de vidéos, etc. Est-ce qu'il y en a un ou peu importe? Ben, le pire conseil, c'est souvent, exemple, les gens vont vouloir acheter, mais ils vont écouter leur entourage. La personne, t'es mieux d'attendre, ça va sûrement baisser. Ça, c'est le conseil qu'on entend le plus. Souvent, aussi, les gens vont se faire conseiller par la famille. Donc, ils vont emmener les parents à l'inspection, ils vont emmener les parents sur puis c'est correct. Sauf que des fois, on voit que quelqu'un ne connaît pas ça, mais il va donner des conseils, puis la personne va juste se rétracter. Puis c'était une bonne maison, c'était une bonne propriété, puis peut-être dans quelques années, il va dire, oh, je les ai achetés. Là. Tu sais que notre première maison à McMaster, nos 2 familles, à ma blonde et moi, nous ont déconseillé d'acheter cette maison. Sûrement. Et comme ma mère m'a déconseillé il y a longtemps. C'est l'un des meilleurs moves qu'on a fait d'acheter cette maison. Si t'écoutes des fois les gens que tu aimes, eux, ils veulent te protéger. Ouais. Puis, tu sais, quand je vais voir ma mère encore aujourd'hui, puis tu sais, je l'adore, ben elle me dit, pourquoi tu trouves pas une vraie job, Joe? Elle dit, t'es tout le temps au téléphone, tu viens me voir, fait que j'arrête jamais.
Elle dit, t'as l'air tout le temps fatigué. Mais je dis, j'aime ce que je fais, mais je travaille. Mais je pourrais pas retourner en arrière et me trouver un job, là. Fait que c'est pour ça qu'elle, elle a une mentalité qu'elle pense pour me protéger. Fait que c'est normal. J'écoutais un podcast hier, justement, c'est un médecin sur le podcast. C'est un médecin qui investit en l'immobilier, c'est en France. Puis, il sait ce qu'il dit tout le monde me disait, tu devrais pas acheter dans cette ville-là, Puis lui est comme, pourquoi? C'est juste mon opinion. Et il dit, les gens, ils t'amènent des faits sans connaître. Un gars, mettons, je sais pas, j'en connais pas, mais whatever. Un top gun immobilier qui va me dire, tu sais quoi, Simon, qui est spécialisé sur la rive sud, puis qui me dit, Saint-Jean-sur-Richelieu, là, si j'étais toi, je prendrais un petit peu de recul. Je vais lui demander pourquoi, puis il risque d'avoir les bonnes réponses pour moi. Mais mon oncle, whatever, qui va me dire, Saint-Jean, c'est pas à Saint-Jean. Pourquoi? Toi, je dis ça de même. Exact. Et nous, avec la bourse, c'est la même chose. Les gens qui ne connaissent absolument rien. De toute façon, j'ai un petit quiz, c'est 10 questions sur la bourse. Et la majorité des gens, parce que moi, je suis beaucoup sur TikTok, les gens, ils me défoncent dans les commentaires, ils connaissent rien, tu dis n'importe quoi, le RR, c'est une arnaque, le CELI, c'est une arnaque, un CELI, c'est 0,045% de rendement. Ce genre de personnes-là, tu leur poses 3 à 5 questions de base, je parle pas des questions avancées, de base sur la bourse, ils ne seront pas en mesure de te répondre. Fait que c'est pour ça qu'on m'a dit tantôt d'écouter les bonnes personnes. Puis même les livres, souvent on fait la lecture d'un livre, puis c'est même pas la personne qui l'a écrit, c'est quelqu'un d'autre qui l'a écrit pour lui. Fait que ça aussi, il faut faire attention. Là. C'est ce que je me suis aperçu de souvent les livres, c'est qu'ils ont des auteurs qui leur écrivent certaines parties, puis eux ils disent écris-moi sur ça, je le relis, c'est bon. Mais la majorité l'ont même pas relu. C'est ça, les statistiques que j'avais vues, les gens ils font écrire par quelqu'un d'autre, puis ils mettent ça en librairie, puis ils prennent pas le temps. Fait que c'est comme ça. Fait que c'est leur con qui a posé dessus. Exact. Ouais. Mais c'est ça que je dis. C'est pour ça que je partage mes comptes. Prends quelqu'un qui l'a déjà fait. Et écoute pas ton collègue qui est à moitié sous à Noël, qui va dire tu devrais pas investir en bourse, c'est dangereux, qui connaît rien du tout. La bourse c'est dangereux. Ok, pourquoi? C'est ça. Mais moi j'ai tout perdu. Ok, c'est parce que t'as pas fait tes devoirs. Mais souvent c'est ça. Mais les gens, c'est fou en fait qu'on se laisse encore avoir par ce genre de personnes-là. Si tu devais déménager dans un autre pays, lequel choisirais-tu? Je m'ai posé la question hier, mais pour vrai, j'adore le Québec. OK. Puis je me verrais pas habiter ailleurs tout le temps. Okay. Je me verrais habiter au soleil, mettons l'hiver, tout ça, mais le Québec, on a la chance que c'est 4 saisons. Ouais. Puis moi, j'aime l'hiver parce que je sais que l'été revient. Puis fait que c'est juste ça. Fait que j'aime ça, moi, le changement, tout ça. Donc, tout le temps, exemple, que quand je vais au Mexique, exemple. Après une semaine, j'ai hâte de revenir au Québec. J'ai hâte dans mes choses, tout ça. Fait que j'aime aller en voyage, mais pas pour rester toujours. Fait que le Québec, c'est ma place. Ouais, moi aussi, il faudrait me payer cher pour déménager. Je suis vraiment bien. Puis pour avoir vécu ailleurs, dans un autre continent, j'ai vécu 18 ans en France, on est très bien au Québec. Très, très bien. Je t'avais mis un talent caché que les gens connaissent pas de toi, on va dire la boxe. Ouais, c'est ça. La boxe, c'est anciennement, là, je suis plus vraiment un top boxeur. Mais, tu sais, je m'ai posé aussi la question, tu sais, je joue pas de piano, je fais pas rien. Puis, je parlais avec Véronique hier, puis avec David, mon directeur des ventes, puis il me disait, t'as un talent pour motiver les gens quand tu leur parles. OK. Fait que c'est quand les gens ils sont proches de moi, ils sont motivés puis ils restent motivés. Puis quand j'étais dans le marketing de réseau, il y avait un des mentors qui donnait une formation aux 3 mois. Il était tellement motivant et inspirant qu'une fois aux 3 mois, il gardait motivé, il gardait justement on. Puis c'est ce que j'aime faire, puis c'est ce que je vois qui fonctionne. Fait que j'ai ce talent-là puis je suis tout le temps motivé, je suis tout le temps de bonne humeur, tout ça. Fait que je pense que cette énergie-là est contagieuse. Ouais, écoute, Tom, c'est une très bonne chose. La chose que tu aimes le plus dans ton métier, donc actuellement d'agent immobilier? 2 choses. Dans mon métier de courtier immobilier, c'est de voir les clients gagner la maison qu'ils veulent, ils l'aiment, tout ça. Et dans l'équipe, c'est de voir des courtiers évoluer. On a une nouvelle, là, elle a 21 ans. Ça fait 1 mois et demi qu'elle est courtière. Elle a 3 transactions déjà de faites. Fait que pour moi, de voir ça, je fais comme, wow, ça fonctionne, elle est contente, le système fonctionne. Je regarde Mélina dans l'équipe qu'on a recrutée dernièrement, on est allé faire un rendez-vous de quelqu'un qui vendait par lui-même. Et la personne a signé avec nous. Et quand on est arrivé dans l'auto, elle dit, va plus loin, c'est quoi, va plus loin. Elle voulait crier parce que tellement qu'elle était contente. Allez. Je dis, OK. Fait que ces choses-là, pour moi, c'est comme, c'est wow, tu sais. C'est une bonne récompense. Exactement. Fait que, tu sais, ça, c'est génial. Puis j'ai la chance de bâtir cette équipe-là depuis longtemps avec ma femme. Fait que ça va faire 23 ans que je suis avec ma femme. Fait qu'on a toujours travaillé ensemble depuis 23 ans. Toujours. Dans l'immobilier, dans le marketing de réseau,
et encore dans l'immobilier. Une belle équipe. Une belle équipe, exact. Fait que, Puis, si on regardait ta pire anecdote dans l'immobilier. la pire anecdote? Ouais. Bon, dernièrement, là, tu sais, j'en ai plein, on pourrait prendre Ouais, une c'est ça. soirée au complet, On là. va faire un podcast sur les pires anecdotes. Mais c'est ça. Fait que j'avais une maison à vendre à Saint-Hubert, puis les gens étaient au Mexique pour l'hiver. Fait qu'ils ils ont tout fermé l'eau. Fait que là, moi, je vais ouvrir la porte parce que l'autre courtier avec ses clients. Puis c'est super important, n'utilisez pas la toilette. T'inquiète pas, j'avais avisé les clients. Fait que là, ils font la visite, ça dure peut-être une demi-heure, 45 minutes. La courtière sort. Fait que ils sont où les clients? Ah, elle dit juste partir aux toilettes, Henri. Je dis non, vous n'avez pas parti aux toilettes, là. Ouais. C'est qu'elle est allée au sous-sol, elle a fait un numéro 2, mais aucun eau, il y avait rien, là. Puis, tu sais, je pouvais pas repartir l'eau, c'était comme vraiment tout fermé. Fait que je suis allé cogner chez le voisin. J'ai pris un seau d'eau. Fait qu'à trois fois, 3 seaux d'eau chez le voisin. Fait que ça, c'est une anecdote qui était pas le fun, là. Non. Mais pour vrai, j'en ai, là, des histoires en 20 ans, là. T'as pas eu. Ah, ça doit, ouais. C'est ça. Fait qu'on voit des choses drôles. Des fois, on rentre dans des maisons, puis tu sais, c'est comme si j'enlève mes bas, mes souliers, mes bas sont scrap, là, sont finis, là. Okay. Parce que c'est pas propre, tout ça. Fait que, ouais, on voit de tout ça. Tu t'es pas focusé sur juste les maisons vraiment de ultra luxe. Toi, tu fais de tout. Parce que je vois les maisons passées, t'as des petits bungalows comme t'as des grosses maisons. Mais tu sais, je fais de la maison de prestige, Ouais. mais mon pain, mon beurre, tu sais, c'est sûr qu'une maison dans le 500 000 se vend beaucoup plus rapide qu'une maison à 2 millions. Fait que c'est pour ça que notre focus, on fait de tous les propriétés et aussi du prestige. Ok, ouais, Ouais. je comprends. Si tu devais donner un conseil financier à un jeune qui commence, ce serait quoi? Conseil financier, un conseil, c'est juste de croire en lui. Parce que tout ça passe entre les deux oreilles. Et après ça, de foncer, puis pas de regarder le résultat au début, mais de dire, regarde, dans 1 an, je peux être là, dans 2 ans, je peux être là. Puis ça a été ça quand je suis revenu dans l'immobilier en 2017, j'ai joint une équipe. Parce que j'ai dit, il faut que j'aiguise, tu sais, mon couteau, il faut que je sois, tu sais, comme savoir où est rendu l'immobilier. Puis j'ai appris énormément. Et après, je suis retourné solo. Mais à un moment donné, c'est juste d'être prêt à apprendre. Puis moi, je me dis, n'importe quoi que je fais dans la vie, c'est comme si je retourne ceinture blanche de karaté. Fait que je recommence à la base, puis je suis prêt à réapprendre. C'est difficile, ça, par contre. Ouais, moi, j'ai comme appris que c'était Moi comme aussi. ça. Fait qu'exemple, si demain, on va faire du jiu-jitsu ensemble, je sais que je commence à la base. Ouais. Puis au début, ça va être difficile. Tranquillement, je vais m'améliorer. C'est n'importe quoi. Puis c'est ça que j'essaie d'inculquer à mes enfants. Tu peux pas commencer champion, là. Non. Puis c'est souvent dans l'ombre que tu te pratiques, que tu peux devenir champion. Mais si tu veux être champion, faut que tu commences. C'est ça, exact. Faut que tu commences. T'as pas le choix. Les petites choses. Puis j'ai écouté un reportage sur un boxeur la semaine passée, puis il dit, le plus important quand tu es un bon boxeur, c'est tes déplacements. Fait que tes pieds sont plus importants que tes poings à la boxe. C'est spécial. Ouais. Fait que c'est pour ça qu'il faut être prêt à tout apprendre les petites choses pour arriver aux grandes choses. Fait Ouais. que c'est la base. Ah ouais, ça, je suis convaincu de ça. Il y a même une phrase qui est dans la Bible qui dit que si t'es fidèle dans les petites choses, tu feras des grandes choses, mais que si t'es pas bon dans les petites choses qu'on te donne, t'accompliras jamais rien. En bourse, on dit la même chose. Si t'es pas capable de gérer 1 000 $, tu sauras jamais gérer 100 000 et tu sauras jamais gérer 1 million. Si quand t'as 1 000 $ placés en bourse, t'es en train de capoter parce que t'as perdu 10 pièces, oublie ça. T'es pas fait pour ça. C'est évident. C'est vrai parce que tu m'as répondu, mais je les ai pas lus. OK. L'erreur la plus stupide que tu as faite avec ton argent. Et justement, dans ma première vie d'immobilier, j'avais 25 ans, puis là, j'avais fait quand même un bon montant. Puis nous, dans l'immobilier, souvent, on est tous payés au mois de juin, juillet, quand les gens passent chez le notaire. OK. Donc, il y a tout d'un coup un 80 000 qui s'est déposé dans mon compte. Ouais. Fait que j'ai acheté un bateau, j'ai acheté une moto, ma femme a acheté un convertible, on a acheté un spa, tout le même mois. Et là, on est parti sur une balloune. Donc, on a tout dépensé. Tout l'été, on a profité, fait du bateau. J'ai pas travaillé une journée. Et là, quand je suis arrivé à l'automne pour le temps de prospecter et de refaire partir la roue, j'étais découragé. Et c'est là que j'ai quitté l'immobilier. Stress financier, le pas une bonne gestion de, tu sais, parce que quand tu arrêtes complètement de prospecter, ton pipeline est à zéro. Ouais. Puis là, c'est de recommencer Une roue, tout ça. la prospection. Exactement. Fait que là, c'était trop difficile, je voyais ça trop lourd, puis j'ai dit, on va faire d'autres choses. Fait que dû à une erreur financière comme ça qui a duré 1 mois, mais ça a scrappé comme Imagine. beaucoup d'années. Là. T'as pu au moins te retourner puis d'apprendre de ça, mais quand même, c'est OK. Ouais, c'est sûr que c'est vrai que quand t'es courtier, s'il y a des gros montants qui te tombent d'un seul coup, si tu sais pas gérer ton argent, c'est difficile. Puis je parlais avec quelqu'un dernièrement, puis il m'a dit, quand je suis sur un high, je prépare mon down. Puis quand je suis dans un down, je prépare mon high. Parce que la vie, il y a tout le temps des cycles. Là, c'est comme ça. Puis là, on a un bon boom immobilier, mais en 2023, il y a un ralentissement. Puis avant, il y a un high. Puis avant, fait que c'est comme ça. Fait qu'il faut juste être prêt que s'il y a des sous dans un compte, t'en mets de côté. Que si t'es capable de t'offrir 6 mois, t'es capable de t'offrir 1 an ou plus. Hein.
Ah non, c'est l'erreur que j'ai faite. Fait que de prévoir. Puis si tu pouvais changer une chose dans l'histoire, dans l'industrie, pas dans l'histoire, excuse-moi, je peux une lettre, dans l'industrie immobilière au Québec, ce serait quoi? OK. Ben, je le fais déjà, puis je suis pas mal impliqué dans ça. Une fois par année, je fais le sommet de l'immobilier. Ouais. Donc, j'organise un événement. Le dernier, on était 230 courtiers, puis on partage l'information. Ce que moi, j'ai trouvé dur à l'époque, c'est quand je demandais un conseil à un courtier, la porte se fermait. J'allais voir un autre courtier, la porte se fermait. J'allais manger avec un courtier à la cafétéria, exemple, du bureau, puis la personne allait dîner dans son bureau. Fait que c'était plus fermé, là, ça a changé la collaboration, ça va beaucoup mieux. Mais si tout le monde peut partager, c'est génial. Puis ce que j'ai appris, c'est que même si tu partages à quelqu'un, ça se peut qu'il ne mette même pas en application. Fait que c'est pour ça qu'avec le sommet de l'immobilier, on partage l'information avec des top courtiers au Québec, puis les gens ont la chance d'avoir cette info-là pour s'aider. Okay, ben c'est vrai que l'entraide, c'est important. Là. C'est important. Puis que tu sois dans mon équipe ou pas, le but, c'est qu'on ait du succès. Puis il y en a pour tout le monde. Là. La pointe de tarte est oui. Ceux qui travaillent ont du succès. Ouais. Ceux qui travaillent pas en ont pas. Comme tu dis, en plus, il manque une pénurie de logement et tout. Là, tu sais, de la job, il y en aura tout le temps. Là. Tu fais les choses correctement. Exact. Puis si t'as un bon réseau, que tu donnes de la valeur, que ça va te revenir à un moment donné. C'est inévitable que, en tout cas, je pense, que ça te revient. Donc, est-ce que tu avais quelque chose à rajouter, Jonathan, pour terminer? Ben, j'ai rien à rajouter. Merci de l'invitation. C'est un super beau podcast. Où est-ce qu'on peut te rejoindre si on veut te rejoindre? Instagram, Facebook? Allez sur mon site web, eketsaintpierre.com. Okay. Et vous avez la chance, justement, de me contacter. Et aussi, j'ai un concours. Que les gens qui vont sur mon site web, ça coûte rien. Il y a pas rien d'engagement. Et c'est 5 000 $ de cadeaux, de certificat cadeau voyage. Fait que, allez sur eketsaintpierre.com, qui est onglet concours. Vous mettez votre nom, puis au mois de janvier l'année prochaine, on fait tirer 5 000 $. Fait que je pense que c'est un beau prix. Là. Bah ouais, moi je vais pas. Hein, ça va y aller. Je savais pas, je vais y aller, moi. Même si je voyage pas, je vais ramener à quelqu'un. Ben, c'est ça. C'est un beau cadeau, puis on fait ça pour faire découvrir notre nouveau site web, justement. OK. Parfait. Équipe Saint-Pierre, bon, je vais le mettre dans les liens de l'épisode de toute façon. Donc, c'est pas de problème. Merci d'être venu. Merci d'avoir ouvert un petit peu la discussion puis de nous avoir appris des trucs. Donc, guys, si vous avez des questions, n'oubliez pas, le conseil, c'est important, d'être accompagné, c'est important. Donc, si vous avez des questions, eh ben, écoutez, on va mettre les liens de Jonathan en description. Et puis, si vous avez des questions pour d'autres podcasts ou autres, n'hésitez pas. Sur ce, on vous souhaite une belle journée et à bientôt. À bientôt.